tous et à toutes. Cette semaine, nous sommes toujours en Égypte, dans la Haute-Égypte, à Luxor, et nous continuons notre exploration des ruines antiques à travers les récits des voyageurs, notamment les colosses de même nom, ainsi que des temples de Karnak et de Luxor. Alors pour faire cette recherche, j'ai demandé à ChatGPT de m'instruire en lui demandant quels étaient les voyageurs occidentaux qui avaient visité Thèbes, Luxor, avant le XVIIIe siècle, et il m'en sort 8. Pietro della Valle, Jean Thévenot, Cornelis de Brune, Frédéric Ludwig Norden, Richard Pocock, James Bruce, Claude Savary, Carsten Niebuhr. Sauf que le problème de tous ces noms, j'ai fait les vérifications, il y en a 4 de faux. Pietro della Valle, Jean Thévenot, Cornelius de Brune et Carsten Niebuhr ne sont jamais allés à Thèbes ou à Luxor. Ils vont bien en Égypte, mais restent dans le delta du Nil et au Caire et ne vont jamais plus loin. Et en interrogeant plus avant ChatGPT, il m'a appris qu'en fait, ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que les Occidentaux s'aventurent sur le Nil au-delà du Caire. Et qu'avant cette époque, avant 1700 et des brouettes, jamais personne n'était allé plus loin que le Caire. Et donc nous, dans notre recherche, on va s'intéresser à ces auteurs du XVIIIe siècle, qui viennent donc avant l'expédition en Égypte de Napoléon Bonaparte, et qui se rendent jusqu'à Luxor. Il nous en reste 4. Sur les 4, il y a un Français, Claude Savary, mais celui-là, on l'élimine parce qu'il n'a pas fait de représentation graphique, il a fait juste un récit. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc il nous en reste 3. Frédéric Norden, un Danois, Richard Pocock, un Anglais, et James Bruce, un Écossais. Et nous allons voir que ces récits posent un grave problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps matériel de dessiner les planches qu'ils prétendent avoir réalisées. C'est ce que nous allons voir. Donc nous avons 3 voyageurs, Norden, Pocock et Bruce. Dans un premier temps, j'avais pensé faire 3 parties, une partie pour chacun. Et quand j'ai voulu inscrire les dates du voyage de Pocock, je me suis dit merde, je me suis trompé, j'ai confondu avec les dates du voyage de Norden. Je n'ai pas confondu. Ils ont voyagé en même temps. Aussi, nous allons suivre leur voyage en parallèle. Commençons par présenter nos protagonistes. Le premier, c'est Frédéric Ludwig Norden, un Danois. Alors, Norden est un explorateur, officier de la marine royale du Danemark. C'est un cartographe réputé, membre de l'Académie du dessin de Florence. Nous allons voir qu'il ne peut être à la fois celui qui fait les dessins, celui qui raconte réalisation de ces dessins. C'est absolument incompatible, nous allons voir pourquoi. C'est un homme de confiance dont le propos est sûr, en tout cas c'est ce qu'il nous garantit. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas écrit une syllabe dont je ne sois entièrement convaincu. Je n'ai pas voulu me prévaloir du proverbe « à beau mentir qui vient de loin, on peut m'en croire sur ma parole » et s'en reposer sur l'authenticité de mes dessins. Et puis le second, un Britannique, Richard Pocock. Alors un second voyageur, Richard Pocock, qui se rend en 1737 en Égypte, où il visite Thèbes, Luxor et la vallée des rois. Alors avec Richard Pocock, ça sera même tarif, même punition, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu dessiner tout ce qu'il a dessiné dans le laps de temps où il est resté à Luxor, à Thèbes. Norden arrive au Caire le 7 juillet 1737. Pocock y arrive le 4 novembre de la même année. Norden s'embarque sur le Nil en direction des cataractes du Nord le 17 novembre 1737. Le 3 décembre, il croise Akhmim. Le 6 décembre, Pocock s'élance à son tour. Nous sommes environ 20 jours après le départ de Norden. Norden arrive à Luxor le 11 décembre. Il fait son récit de cette journée à Luxor où il ne peut pas visiter les sites et il ne fait que les représenter depuis la vue du Nil. Je vous livre le récit in extenso et je mets en regard les planches qu'il réalisa à cette occasion. Nous sommes le 11 décembre. Karnak.
nom que l'on donne à un vaste terrain situé à l'orient du Nil et où on découvre presque à chaque pas des ruines très considérables qui continuent dans un espace de plus de 3 lieues au carré, jusqu'à Luxor. Pour n'en faire à 2 fois, je traiterai ces ruines tout ensemble. Il était 4 heures de l'après-midi quand je commençais à apercevoir du côté de l'est un obélisque. Et un peu après, je découvris une grande quantité de péristyles, quelques portes et des édifices antiques dispersés, confusément çà et là dans la plaine. Ces indices ne me permirent pas de douter un moment que ce que nous voyons ne fût les restes de l'ancienne Thèbes. Je fis dire à notre ace de m'y mettre à terre, mais je ne pus l'obtenir ni par bonne parole, ni par promesse, ni par menace. Il n'allégua point pour cette fois la crainte qu'il avait des Arabes. Il disait pour toute excuse qu'il n'y avait pas moyen d'aborder à cause des îles et des bancs de sable qui en empêchaient. Et il jura par sa barbe qu'à moins de faire un grand détour par terre, il n'était pas possible d'y aller. Persuadé alors qu'il n'y avait pas moyen de satisfaire ma curiosité, je tâchais d'attraper de loin ce que je pourrais. Je dessinais ces antiquités magnifiques de toutes les façons qu'il me fut possible, et comme elles s'offraient à mes yeux. Mais à mon retour, je mis pied à terre à Karnak, et je fis mon possible pour ajouter à mes dessins ce qui pouvait y manquer. J'ai l'honneur de vous en présenter 2 planches où l'on a 4 vues de ces superbes ruines. Quant à Luxor, j'eus de même au retour le bonheur d'y aborder. J'y perfectionnai la vue que j'avais déjà levée de la ville de ce nom, et que l'on trouve dans la planche 51, marquée avec un petit signe. J'eus occasion d'y ajouter ce qui manquait et de mesurer le tout avec assez de commodité. On peut consulter les planches que j'ai données à ce sujet. La 52 et la 53 représentent 3 différentes vues des antiquités de Luxor. La 54 fournit le plan de toutes ces ruines. La 55, on voit la coupe et le profil des édifices. Les planches 56, 57 et 59 représentent en particulier 2 colosses mitrés et d'autres antiquités. Enfin, la 58 contient en 2 feuilles une carte particulière des ruines incertaines de l'ancienne Thèbes. J'avais grande envie d'en dessiner aussi les hiéroglyphes dont la plupart de ces morceaux d'antiquité sont couverts, mais il aurait fallu plus de temps et plus de commodité pour entreprendre un tel ouvrage. Ensuite, jeudi 12 décembre. Et c'est tout. Et le lendemain, le 13 décembre, il va sur la rive occidentale et il visite d'autres curiosités qu'on y trouve là-bas, en particulier les colosses de même nom. Et le 14, eh bien, il reprend la remontée du Nil en direction d'Assouan. La seule chose qu'il dessine au cours de cette journée à proximité de Karnak et Luxor, c'est le paysage vu depuis la rive. Les planches que l'on voit ici donc. Donc le 11, il est à Luxor, le 12, il visite les colosses de même nom, on fait 1 ou 2 représentations, et puis il reprend la route. Le 17 décembre, eh bien, Pocock arrive à Akhmim, et là il s'arrête, il y restera jusqu'au 28 décembre. Pendant ce temps-là, Norden a repris la route. Le 18 décembre, il arrive à Assouan, où il s'arrête, également une dizaine de jours, et il reprend la route la veille de Pocock, le 27 décembre. C'est-à-dire que tous les 2 s'arrêtent en même temps pour une période de 10 jours, l'un à Akhmim et l'autre à Assouan. On n'en connaît pas la raison, c'est peut-être en raison des fêtes de Noël, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à partir du 28 décembre, eh bien, Norden reprend sa route plus au sud. Il se dirige vers la seconde cataracte qui ira jusqu'à Deir et refera demi-tour aux alentours du 4 ou 5 janvier. Et il sera à nouveau à Assouan le 12 janvier où il est accueilli par le fils de l'Aga. L'Aga, ça veut dire qu'à Assouan, en fait, il y a une citadelle et l'Aga, c'est le seigneur qui règne sur cette citadelle-là. C'est un Turc, le chef des janissaires, qui est le maître d'Assouan. Et c'est le fils de l'Aga qui l'accueille et qui loge Norden à côté d'Assouan. Nous sommes donc le 12 janvier 1738. Pendant ce temps-là, eh bien, Pocock a repris sa route. Et le 12 janvier, au soir, il arrive à Karnak. Il y sera le 13 au matin. Il repartira de Luxor le 15 au soir. Voici donc le récit de ces 3 jours
les 13, 14 et 15 janvier, passer tour à tour à Carnac, au Colosse des mêmes noms, à la Vallée des Rois et à Luxor, qui sont sur le même site, le site de Thèbes, et dont il fait le récit dans son livre. Alors donc il arrive à Carnac au 13 au matin, et il est au 15 au matin à Luxor. Après le 15, eh bien, le 17, il est à Esnay, le 20, il est à Assouan, et puis le 9, il est à Dendera. Donc, entre ces différentes dates, évidemment, il y a des trajets qu'il faut faire. C'est des trajets en bateau, ça se fait pas à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire que ce n'est pas en 2-3 jours qu'il a pu produire tous les documents que je vais vous présenter, que je vais vous montrer maintenant. On pourrait d'ailleurs rajouter les mêmes genres de remarques par rapport au plan qu'il fait de Dendera ou d'Esnay, ou encore d'Hermopolis, puisqu'il va dans tous ces sites et qu'il en ramène des documents, mais en passant en coup de vent. Et puis donc, il repasse dans ces endroits au voyage-retour, mais au voyage-retour, il ne s'arrête ni à Thèbes, ni à Luxor. Il passe, encore une fois, en coup de vent. Son voyage est un voyage éclair, et malgré tout, il ramène des documents qu'il faut des jours de travail pour les obtenir. Donc il arrive à Carnac le 13 janvier, et le surlendemain, le 15, il est à Luxor. Alors que fait-il pendant ces 2 jours? Eh bien, il commence par aller à Carnac, où il fait le relevé du temple et des palais. Il dessine les divers bâtiments, le grand temple au centre, avec des élévations des portes, avec des élévations des coupes, avec l'allée des sphinx, et avec diverses choses à droite à gauche. Le truc ici fait grosso modo 400 mètres de long sur un peu plus de 100 mètres de large. Et donc vous voyez sur cette planche qu'elle ne s'est pas dessinée en 10 minutes. On peut remarquer également qu'il ne dessine pas des ruines, mais des édifices, des bâtiments terminés, en bon état, neufs. Et donc ce qui est démoli, il le reconstitue, il l'invente. Le soir du 13, eh bien, il couche plus ou moins sur place. Le 14, au lever, eh bien, il retourne ici sur le temple de Karnak, il devait lui manquer quelques mesures. Ensuite, avec le fils du cheikh, eh bien, il va visiter un petit temple qui est à 4000 à l'orient de Karnak. Il en fait le tour, il examine diverses choses. À son retour, il voit une espèce de rotonde de 175 pieds de diamètre. Et après avoir vu toutes ces choses, eh bien, il retourne au bateau. Comme le lendemain, il voulait aller à Luxor, eh bien, il va voir le gouverneur pour prendre congé de lui. Mais celui-ci lui conseille de ne pas partir avant d'avoir vu le cheikh. Ce qu'il fait, il va le voir. Ensuite, il retourne à son bateau, il traverse le Nil, et puis il va à un endroit qui s'appelle Gourou. Il visite le Médina Abou. De là, il envoie un courrier au cheikh qui vient lui rendre visite. Je vous passe les détails, mais il monte jusqu'à la vallée des rois, qu'il appelle Babil Melouk, la porte des rois. Il visite les tombeaux, dont il fait quelques plans. Nous sommes toujours le 14. Ensuite, il redescend, il va voir les colosses de même nom. Là, il en profite pour les dessiner, de face, de derrière, et puis il dessine leurs jambes et reproduit fidèlement les écritures qui sont gravées dessus à quelques mètres de hauteur. Sans doute a-t-il trouvé par là une échelle, il a grimpé et il a dessiné très précisément ce qui est écrit sur les jambes des colosses. On peut comparer son dessin à ceux de la description en Égypte et on voit que c'est un travail tout à fait fidèle. Et donc le 14 au soir, eh bien, il se rentre à son logement et le 15, le lendemain matin, il est à Luxor, au temple d'Amon-Ré, où il va rester jusqu'au soir. Et là, bien évidemment, dans la journée, il a tout son temps pour relever ce fameux temple. Dans le détail, alors, il ne nous fournit pas de coupe sur le temple d'Amon-Ré, mais par contre, il nous fournit quelques plans des colonnes, des chapiteaux et divers ornements. Donc il quitte Luxor le 15 au soir et arrive à Assouan le 20 janvier. Le 20 janvier, quand il arrive à Assouan, Norden y est toujours. Il est accueilli par l'Aga, à qui il se présente. Mais l'Aga, en réalité, est le nouvel Aga, parce qu'entre-temps, eh bien, l'Aga est mort, et c'est le fils de l'Aga qui avait accueilli Norden, qui accueille maintenant Pocock. Et Pocock et Norden, à cette date-là, le 20 janvier 1738, sont tous les deux à Assouan. Assouan qui est un petit bourg, donc il est strictement impossible
que l'un n'ait pas la connaissance de la présence de l'autre, hein, puisqu'ils rencontrent les mêmes personnes et que leur présence d'occidentaux ici, à cet endroit du Nil, est quelque chose d'assez exceptionnel pour que l'Aga le remarque et que l'Aga en parle. Hein. Donc ils savent l'un et l'autre que leur concurrent, en quelque sorte, est présent, mais ni l'un ni l'autre n'en parlent dans leur récit. Mais vous conviendrez qu'il s'agit d'une coïncidence incroyable. Et encore plus incroyable, c'est qu'ils repartent tous les deux le 27 janvier d'Assouan, pour se rediriger donc en direction du Caire, entrer, prendre la route du Nord. Puisqu'on n'a pas d'explication, eh bien, on mettra ça sur le compte de la théorie de la coïncidence. Alors la théorie de la coïncidence, oui, c'est bien beau, mais comme nous sommes complotistes, eh bien, nous allons donner une théorie du complot. Si ces deux voyageurs voyagent en même temps, c'est qu'on leur a ouvert une fenêtre pour qu'ils puissent faire leur voyage sans qu'ils rencontrent, eh bien, effectivement, des travaux. Puisque tous ces temples ont bien dû être construits, ça veut dire qu'à un certain moment, tout le long du Nil, eh bien, on devait trouver des équipes, des chantiers, avec des échafaudages, avec des travailleurs, des soldats, tout un monde qui occupait le pays. Et ils ont fait une pause, ils ont replié le matériel pour que les voyageurs passent, eh bien, sans rien voir. Il faut quand même qu'ils aillent sur place pour se rendre compte un petit peu des choses, pour donner du corps à leur récit. Mais ils ont qu'une fenêtre assez courte. On ne leur en accorde pas plus que nécessaire. Ils font l'aller-retour dans le temps imparti. Ils n'ont pas le temps de planer en route, de s'arrêter, de faire les plans. C'est pas grave, les plans. On leur les fournit, on leur les donne. Et ils rentrent en gardant un côté de naïveté sur la réalité de l'opération. Pour que, évidemment, ils ne trahissent pas les commanditaires. À noter que selon ce que j'en sais, bien vous ne trouverez nulle part, ni chez un chercheur, un historien ou un égyptologue, le moindre propos sur cette incroyable coïncidence. Alors qu'il suffit de consulter les livres pour s'en rendre compte. La fausse histoire, eh bien un complot du mensonge. Mais aussi parce que nous souhaitons présenter les preuves de ce que nous avançons, nous avons préparé une petite fiche avec les extraits des livres de Pocock et de Norden qui donnent les dates de leur voyage et de leur présence à Assouan. Le premier qui arrive à Luxor, eh bien, c'est Norden. Il y arrive le 3 février et il y passera la journée du 4 février à Luxor, puis au temple de Karnak et quittera le temple de Karnak le 4 février dans la soirée. Pocock lui arrivera seulement le 5 et restera 2 jours, du 5 au 7 février, mais il ne viendra ni à Luxor ni à Karnak, il sera sur la berge de l'autre côté, à Gournon, du côté des colosses de même nom. Il en repart le 7 février. Et ensuite, partant de là, ils se dirigent tous les deux en direction du Caire. Norden y arrive le premier, le 24 février 1738, et Pocock, 3 jours après, le 27 février 1738. Alors on avait vu que dans le voyage aller, Norden n'était pas descendu à terre à Luxor, qu'il n'avait fait que des plans, des illustrations depuis le Nil. Mais quand il arrive à Luxor le 4 février, c'est là qu'il dresse les plans du temple d'Amon-Ré et qu'il va dresser les plans également du temple de Karnak. Il en fait le récit, je vous le donne. Enfin, nous arrivâmes auprès de Luxor. On ne peut pas y aborder dans cette saison parce que l'eau est trop basse. Nous mîmes à terre à un quart de lieue du village, hors duquel sont les principales antiquités. Je proposai au Raïs d'y aller dans la nuit. Il approuva mon dessein et offrit de m'y accompagner. Quelques-uns des nôtres voulurent aussi être de la partie. Nous partîmes à minuit et nous arrivâmes à ces antiquités sans rencontrer en chemin âme qui vive. Les Arabes se défient si fort les uns des autres qu'ils se retirent avec le soleil et ne se montrent qu'après son lever. Alors là, ça c'est une particularité de ces récits de voyageurs. Les Arabes, les autochtones, les Égyptiens sont toujours dépeints comme des vrais sauvages, des vrais barbares. En tout cas, ça dissuade d'y mettre les pieds. Donc mardi 4 février, dans la nuit, j'eus tout le temps qu'il me fallait pour mesurer ces belles antiquités. Et j'avais même fini avant que le jour arrivât. Je voulus tenter d'aller mesurer aussi les antiquités qui sont dans le village, mais à peine me fus-je approché
que l'aboiement des chiens m'obligeait à me retirer. Nous prîmes donc le parti de nous rendre à la barque. Le matin, je retournais à Luxor. Nos gens amusèrent les Arabes qui accouraient pour acheter des provisions et ils les occupèrent assez longtemps pour que je puisse employer la meilleure partie de la matinée à prendre les mesures qui me manquaient. À 11 heures, nous retournâmes à la barque et nous mîmes d'abord au large dans le dessein de nous rendre à Karnak. Donc voilà, là, les revêts de plan faits à Luxor sont maintenant terminés. Ensuite, dans le reste de la journée, eh bien, il va se rendre à Karnak, c'est-à-dire retourner à la barque. Il est donc 11 heures du matin, il va retourner à la barque, redescendre le Nil sur 10 km, alors que Karnak, eh bien, à pied, est à une distance d'un peu plus de 2 km. Là, il redescend 8 km en dessous du Nil et il remonte à pied jusqu'à Karnak. En fait, il ne remonte pas à pied, on lui prête un cheval qui lui permet d'arriver à Karnak, où il va faire eh bien, rapidement son relevé, un petit peu en cachette. Alors il y a une scène assez cocasse, puisque pour lui faire gagner du temps, pour aller parcourir les 4 lieues qu'il mène à Karnak, eh bien, on lui prête un cheval. Mais le cheval s'emballe, il n'arrive pas à le maîtriser, et il ne réussit à l'arrêter qu'en le faisant foncer contre un arbre. Il arrive néanmoins à Karnak, où il peut faire son relevé de plan. Mais le soir, en rentrant, il s'aperçoit que dans la cavalcade, eh bien, il a perdu les documents qu'il a relevés à Luxor. Mais c'est le cheikh qui les a ramassés. Il veut pas les donner, il veut les échanger. Il y a une négociation, il demande de l'argent. Et Norden eh bien, refuse de l'en donner. Il dit c'est pas grave, tant pis, j'en veux pas. Et il s'en va, comme ça, et le cheikh le poursuit, le rattrape. Et finalement, il lui rend les plans en échange d'une piastre. C'est du roman d'aventure pour meubler la galerie, mais ça n'a rien de sérieux. Peut-être une anecdote pour faire vrai, pour donner du vécu à la scène. Mais le fond de la chose, il arrive à minuit à Luxor, il fait son relevé toute la nuit, il y retourne le matin jusqu'à 11 heures du matin, ensuite il prend son bateau, ensuite il prend le cheval, ensuite il va à Karnak, et enfin, le soir il s'en va, il a tout fini. Plan, coupe, façade, élévation, perspective. Alors moi je le dis très clairement, ce gars-là, c'est un clown. Il n'a jamais fait un relevé de sa vie. Et moi j'en parle d'autant plus aisément que je suis un professionnel dans ce genre de boulot. J'ai eu une longue carrière dans l'architecture, j'en ai fait des vertes et des pas mûres, et je sais qu'on ne fait pas ce genre de travail à la sauvette, qui plus est dans la nuit. Ce récit est une absurdité totale. Et même vous, si vous n'êtes pas de la partie, bien, c'est quand même assez facile d'imaginer que pour réaliser tous ces détails, eh bien, ça prend du temps. Quand on voit par exemple les détails qu'il donne des chapiteaux, les coupes qu'il fait sur les colonnes, là aussi d'ailleurs des colonnes qu'il dessine, eh bien, du sous-bassement à la tête, alors que sur sa coupe générale, on voit très bien que Luxor, à ce moment-là, hein, est à demi enterré. Donc lui aussi, il est un dessinateur qui sait dessiner ce qu'il ne voit pas. Ce que vous en conviendrez est absolument fantastique. Et puis je voudrais revenir sur les plans de Pocock, parce que, comme on le voit, il est comme l'expédition en Égypte, il nous dessine des choses qu'il ne peut pas voir, qui sont enterrées. Et je veux bien insister là-dessus, parce que bon, on va se rendre dans le second péristyle, sur place, ici, et vous vous souvenez, on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien, on a à cet endroit 7 ou 8 mètres de terre, et les grandes colonnes qu'on voit ici en arrière-plan, elles sont enterrées à peu près jusqu'à mi-hauteur. Donc tout ce qui est en dessous de ce niveau à mi-hauteur, eh bien, on ne voit rien, c'est sous terre. Et quand on regarde à gauche ici, quand on regarde en face en direction des colonnes, ou quand on regarde à droite, on voit en aucune façon le grand portique qui sépare eh bien, les deux espaces, et on voit en aucune façon les deux murs latéraux qui ferment le péristyle. Et pourtant, Pocock le dessine. Alors, dans le cas de l'expédition en Égypte, on avait dit, ils avaient expliqué qu'ils avaient fait des fouilles pour rechercher ces fondations. On peut l'admettre, on ne sait pas combien de temps ils sont restés. Peut-être qu'ils avaient avec eux une garnison de militaires. Hein. Ce sont des militaires qui font de l'archéologie, des militaires qui font de l'histoire.
ça pose question. Mais en tout cas, on peut admettre qu'ils aient pu faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire des tranchées, des fouilles, des terrassements, et puis pour pouvoir voir ce qui se passait sous terre. Alors, eh bien, si on peut l'admettre avec l'expédition en Égypte, ce n'est évidemment pas du tout le cas de Pocock, qui n'a ni le temps ni les moyens de faire des tranchées pour voir ce qui se passe à 6 ou 8 mètres sous terre. Alors Norden, lui, eh bien, il travaillait la nuit, il voyait dans le noir, mais il nous a fait un plan où il nous montre que ce que l'on peut voir en surface, alors que ce n'est pas le cas de Pocock, puisque Pocock représente des choses enterrées et qu'il ne peut pas voir. Puis Vendénon également a fait un plan où on ne voit pas ce qui est enterré, on ne voit que ce qui est en surface, qui est beaucoup plus réaliste. Mais donc dans le cas de Pocock, il ne passe qu'une journée à Luxor, il relève quand même l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des édifices, mais il représente également des choses qui sont enterrées. Il est à noter que les 2 grands portiques qui sont de part et d'autre de la salle aux grandes colonnes, qui sont invisibles parce qu'ils ont été démolis, mais que Pocock a vu et a représenté, et que la description de l'Égypte a vu et a représenté, eh bien ces 2 grands portiques ne sont plus considérés comme ayant existé dans les représentations modernes du temple d'Amon-Ré. Étonnant, non ? Il est aussi intéressant de comparer le plan de Pocock et le plan de Norden du temple de Karnak. Ces 2 plans ont été dessinés à 1 ou 2 semaines près à la même date. Le plan de Norden ne représente que ce qui est visible au moment où il passe, alors que le plan de Pocock montre toutes les ruines, même celles qu'on ne voit pas encore. Comparons. Donc voilà, le 4 au soir, eh bien, Norden quitte Luxor, après avoir dessiné tous les plans du temple d'Amon-Ré et tous les plans de Karnak dans une journée, dont la moitié la nuit. Il arrivera au Caire eh bien, le 24 février 1738, tandis que Pocock, lui, part 3 jours après. Il reste à Gourdon en face, sur la rive en face, les 5, 6 et 7 février, et il arrive au Caire 3 jours après Norden, le 27 février 1738. Donc voilà, que dire de plus, hein, les choses paraissent assez simples. On a par exemple Norden qui parcourt 2400 km en 99 jours. Et donc si on enlève les jours qu'il passe à Assouan, aussi bien à l'aller qu'au retour, pas moins de 25 jours, il lui reste 75 jours pour parcourir les 2400 km, soit 32 km par jour. De nous pondre eh bien, 150 illustrations, voire plus, de ce qu'il voit. Je vous montre les planches qu'il réalise à Philae, une petite île au-dessus d'Assouan. Dans la journée, il réalise des planches depuis le Nil, et la nuit, il se rend sur l'île. Et tout ce qu'il dessine alors, de plans, de coupes, d'élévations et de hiéroglyphes, se fait dans la nuit noire. Les gens sont des magiciens. De plus, ils dessinent l'un et l'autre des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Et enfin, il y a cette incroyable coïncidence qu'ils voyagent en même temps, voire qu'ils passent une semaine entière à Assouan, sans même se rencontrer, se parler, ou du moins en rendre compte dans leur récit. Tout cela est une arnaque, et une arnaque qui se fait évidemment avec la complicité des autorités égyptiennes. Donc ces récits, le récit aussi bien de Pocock que celui de Norden, sont des récits mensongers. Et comme je répète, la vérité n'a pas besoin du mensonge. Et puis surtout, ce ne sont pas eux qui ont fait les plans. Et donc on peut se poser la question, on doit se poser la question, mais qui a donc fait ces plans ? Ce ne sont pas les Français, puisque l'armée française ne sera sur place eh bien, que quelques décennies plus tard, avec l'armée de Napoléon. Ce ne sont pas les gens du coin dont on nous dit que ce sont des barbares, des fanatiques, des sauvages, enfin, ils sont décrits de façon abomifreuse, et en tout cas, ils ne s'intéressent pas du tout à leur ruine. Donc, qui leur a donné ces plans ? Et pourquoi ce qui, en question, eh bien, ne le dit pas, ne le fait pas savoir, et qui se cache à travers des voyageurs bidons et des récits de voyage bidons.
Donc finalement, la réponse à cette question, elle est assez simple, c'est que nous sommes face à un complot et ceux qui ont fourni les plans à Norden et Pocock sont très vraisemblablement les bâtisseurs des ruines. Les bâtisseurs des ruines qui, eux, savaient ce qui était caché sous terre, pour la bonne raison que c'est eux qui l'avaient construit. Et si ils ne disent pas que c'est eux qui fournissent les plans, c'est justement parce qu'ils sont les bâtisseurs et qu'ils veulent faire croire que les bâtisseurs seraient en réalité des anciens Égyptiens à l'époque pharaonique, une époque pharaonique qui n'a pas existé. Et ces récits de voyageurs, qui sont manifestement mensongers, parce que vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, de toutes les façons que vous voulez, et ben ce qu'ils racontent est strictement impossible par rapport à ce qu'ils dessinent. Eh bien, ces récits de voyageurs mensongers sont la preuve que l'Égypte pharaonique qu'on nous montre dans la vallée du Nil est un mensonge, une arnaque, un canular, tout comme les Pompéi, tout comme le sont les écrits d'Hérodote. Alors notre prochain explorateur s'appelle Bruce, James Bruce. C'est un Écossais, membre de la Royal Society. On nous dit également que c'est un auteur pas très fiable, sa vanité notoire, les singulières aventures qu'il relate et sa narration excessive ont fait que ce livre a été accueilli avec un grand scepticisme et a inspiré de nombreuses satires. Alors je n'ai pas trouvé de planches, de plans des ruines de Thèbes ou de Luxor de ce James Bruce, simplement des planches naturalistes, qui évidemment ne nous intéressent pas dans notre débat. Alors nous, encore une fois, on ne va pas s'intéresser à tout, on va s'intéresser simplement à son passage à Luxor, et nous allons voir qu'il nous dit quelque chose de tout à fait intéressant. Alors en arrivant à Luxor, il va d'abord voir les colosses de même nom. Shahami et Tahami sont deux statues colossales assises et couvertes d'hiéroglyphes. Celle qui est au sud est d'une seule pierre et bien conservée dans son entier. Mais l'autre est fort mutilée. C'est sans doute Cambyse qui la brisa. Cambyse, c'est un roi mésopotamien qu'on rencontre chez Hérodote. Et l'on voit qu'on a depuis essayé de la réparer. La première a les cheveux singulièrement bien arrangés. Ils ont précisément la forme de nos perruques les plus modernes. Ces deux statues, placées dans la campagne fertile de Thèbes, servaient sans doute à marquer les accroissements du Nil. Les traces que les eaux ont laissées sur leur base le démontrent suffisamment. Cette base reste encore découverte jusqu'au bas de la plane du piédestal, de manière qu'il n'y en a pas la 8e partie d'un pouce cachée par le limon du fleuve, quoiqu'elle soit dans le milieu de cette plaine depuis plus de 3000 ans. Certes, depuis ces temps-là, si le Nil exauçait l'Égypte comme on l'a faussement prétendu, la terre aurait déjà couvert la moitié de ces statues. Alors cette question de l'exaucement des terres dans la vallée du Nil est une question tout à fait intéressante et qui mérite d'être discutée. Les rédacteurs de la description de l'Égypte de Napoléon Bonaparte ont répondu à cet argument de James Bruce. Et nous allons ensemble examiner cette question pour essayer de tirer au clair cette affaire. Y a-t-il là derrière une réalité ou est-ce une escroquerie des archéologues? Ça concerne la vallée du Nil, en Égypte, mais aussi la vallée de l'Euphrate, en Mésopotamie, en particulier la ville de Ninive et celle de Babylone, villes qui ont été retrouvées enfouies sous terre. Mais cette recherche, eh bien, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Après les colosses de même nom, Bruce continue sa visite. Il visite les tombeaux des rois dans les montagnes de Thébaïde. Il y découvre des belles fresques peintes dont il recopie certains détails, des harpes en particulier. Puis il se rend à Thèbes, à Karnak, et là il nous touche un petit mot des sphinx qui, cette fois-ci, sont bien enterrés. Voyez ce qu'il dit. À Karnak, nous vîmes 2 vastes rangées de sphinx, l'une à droite et l'autre à gauche. Les têtes des sphinx étaient très endommagées. Ils ont été longtemps couverts de terre, mais dernièrement, le signor Donati, savant antiquaire vénitien, en achetant un fort cher qu'il dit être destiné pour le roi de Sardaigne. C'est à cause qu'on en a découvert d'autres, mais il ne s'est plus présenté d'acquéreur. Donc ici, il parle à nouveau des monuments enterrés, couverts de terre, mais il dit précisément l'inverse que ce qu'il a dit
À propos des colosses de même nom, ici les sphinx sont bien sous terre. Et ils ne relèvent pas la contradiction. Il se rend également à Luxor, nous parle des obélisques dans une déclaration très étrange. Il y a 2 obélisques de la plus grande beauté. Ils paraissent à la vérité un peu moins grands que ceux de Rome, mais ils ne sont point mutilés. Le pavé sur lequel porte l'ombre de ces obélisques est encore si bien de niveau qu'il peut servir pour faire les observations auxquelles il était destiné. Le bout des obélisques est de forme demi-circulaire, expérience qu'on a faite, j'imagine, à la sollicitation de quelques observateurs, parce qu'en variant ainsi la pointe de l'obélisque, on espérait être délivré de la pénombre. Alors c'est mystérieux, on ne comprend pas pourquoi il nous parle de cette dalle, sur laquelle il pourrait faire des mesures, j'imagine des mesures solaires. Donc on l'a vu à cette époque-là, les obélisques sont enterrés, donc il n'y a pas question d'y avoir une dalle parfaitement de niveau. En plus, ces obélisques sont au nord devant les portiques, ainsi ils ne sont pas éclairés par le soleil, ils ne peuvent donc pas servir d'instrument de mesure quelconque. Ce qu'il dit là est absurde, et il aurait dû s'en rendre compte sur place. Et puis évidemment, le bout des obélisques n'est pas de forme demi-circulaire. Ils ne l'ont jamais été, et la pointe de l'obélisque est en forme de pyramide, bien sûr. Alors pourquoi donc ce James Bruce nous raconte toutes ces menteries? Est-il simplement ignorant, c'est-à-dire parle-t-il sans être réellement allé sur place, et il invente en fonction de ce qu'on lui dit de dire? Ou bien ment-il sciemment pour, à la manière d'Hérodote, nous faire comprendre que ce qu'il raconte, eh bien, c'est une tromperie, c'est une farce? En tout état de cause, encore une fois, la vérité n'a pas besoin du mensonge. Et que le récit ne concorde pas à ce point avec la réalité observable, eh bien, ne peut que nous interroger sur la réalité racontée par ces voyageurs. On les a vus avec les précédents, Norden et Pocock. Ils n'ont pas dessiné les plans qu'ils nous donnent à voir et qu'ils prétendent avoir dessinés. Ce sont donc des menteurs. La question se pose donc, pourquoi tant de menteurs? Et la question est vite répondue. S'il y a tant de menteurs dans cette affaire, c'est que cette affaire est un vaste mensonge. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.